Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, on commence un nouvel épisode avec Greg de Temerman. Tu as travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de la fusion nucléaire, notamment sur le projet ITER. Alors on va faire un épisode un peu en deux parties parce qu'à l'origine, le sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est les limites planétaires parce que c'est un peu le thème de vos recherches récentes avec Xenon Research. Toi, tu as quand même passé 15 ans dans le nucléaire, donc on va faire cet épisode en deux parties. Une première partie sur la fusion nucléaire et un peu la différence avec la fission. On va essayer d'expliquer ça. Et une deuxième partie plutôt sur vos recherches et la prospective que vous faites. Ça marche. Ça me permettra aussi d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre, ouais. Ouais. Ou pourquoi. Exactement. Écoute, je te propose de te présenter. Moi je suis chercheur en effet. J'ai commencé ma carrière il y a bien longtemps déjà. En 2003, je commençais ma thèse sur tout ce qui était physique des plasmas et donc fusion nucléaire. Je suis venu là-dedans parce que déjà dans les années 2000, on parlait beaucoup d'énergie et de transition énergétique. Alors pas forcément pour les mêmes raisons. On parlait moins de climat et on parlait plus de remplacer le pétrole déjà parce que pour des problèmes de réserve. Et c'était un sujet qui m'intéressait puisque c'était extrêmement multidimensionnel. Moi je travaillais à l'interface entre, on en parlera après, mais entre les plasmas de fusion qui sont extrêmement chauds, les matériaux, donc ça combine de la chimie, de la physique. Donc j'ai fait ma thèse, ça s'est bien passé, puis j'ai eu l'occasion de faire un postdoc aux États-Unis, d'avoir un poste aux Pays-Bas, etc. Et donc j'ai fait, oui, effectivement, 15 ans de recherche dans ce domaine et ça m'a permis d'acquérir une certaine expertise et de pouvoir participer à ITER, qui est le plus gros projet scientifique à l'heure actuelle dans le monde et qui est en France, on s'en rend pas toujours compte. Donc voilà un peu d'où je viens et j'ai toujours été passionné par les questions énergétiques et on en parlera peut-être un peu après parce que j'ai toujours travaillé dedans, mais plutôt dans la partie recherche fondamentale et à un moment j'ai eu envie de changer un peu. Ok, alors plongeons peut-être directement dedans. Pourquoi la fusion et qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a deux façons de produire de l'énergie nucléaire. Il y a ce qu'on utilise à l'heure actuelle dans les réacteurs français. Par exemple, en France, on a 56 réacteurs nucléaires. C'est la fission, c'est on prend des gros atomes, de l'uranium, on les casse et ça génère de l'énergie. C'est l'équivalence entre la masse et l'énergie, ce que Einstein nous a appris il y a bien longtemps. Et il y a la fusion. La fusion, c'est un peu le procédé inverse, puisqu'on va prendre des tout petits atomes et on va les faire fusionner pour en former un plus gros. Et notamment, ce qu'on essaye de faire, alors la fusion, c'est ce qui se passe sur le Soleil, par exemple. C'est le Soleil fusionne à peu près 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, et il les convertit en hélium, et ça nous permet d'avoir de l'énergie. Nous, on essaie de faire la même chose sur Terre, en prenant des variétés d'hydrogène, c'est des isotopes, c'est pas exactement de l'hydrogène, parce que c'est un peu plus facile pour nous, et l'idée, c'est de faire la même chose pour générer de l'énergie. Alors, on pourrait se dire, pourquoi on fait ça ? Parce que c'est extrêmement intéressant, les ressources sont très abondantes, on en parlera, au niveau sûreté, ça a beaucoup d'avantages. Le prix qu'on paye, c'est que c'est extrêmement compliqué. La recherche dans la fusion a commencé dans les années 40, fin des années 40, donc ça fait un petit moment qu'on y est, puisque sur le Soleil, la différence entre la fission, c'est que ça se produit naturellement. L'uranium, on sait, il est radioactif, c'est-à-dire que les atomes se cassent tout seuls au bout d'un moment. La fusion, il faut des conditions absolument extraordinaires pour les réaliser. Il faut porter un gaz à une température d'à peu près 150 millions de degrés, ce qui est 10 fois la température du Soleil. Et donc, c'est pas facile, évidemment. On imagine bien la problématique. Ok. Et alors, donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de tests en cours, donc ce qu'on appelle des tokamaks. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui est possible de faire ? Et donc là, tu nous parlais aussi du projet ITER, mais on y reviendra peut-être un peu après. Où est-ce que la recherche en est là-dessus ? Alors, la fusion, comme il faut chauffer quelque chose à 150 millions de degrés, il faut absolument investir de l'énergie pour avoir les bonnes conditions. Donc, il faut maintenir ce gaz, on appelle ça un plasma, un gaz très chaud. Il faut réussir à le maintenir dans une enceinte et que l'enceinte, elle fonde pas, et suffisamment longtemps pour qu'il y ait suffisamment de réactions qui se produisent. Donc, il faut des conditions assez particulières, et ça veut dire qu'il faut déjà investir de l'énergie, et le but, c'est que les réactions de fusion produisent beaucoup plus d'énergie que ce que nous, on a investi. Et donc, quand on pense à la fusion, il faut penser un peu comme un amplificateur, comme un amplificateur de puissance. On injecte de l'énergie ou de la puissance et on en ressort plus à la fin.
Faire de la fusion, faire chauffer des plasmas à 150 millions de degrés, on sait faire. On a atteint 500 millions de degrés dans les années 90. On arrive à faire des choses assez incroyables. Ce qu'on n'a jamais réussi à faire à l'heure actuelle, et c'est un peu le Graal de la fusion, c'est justement dépasser ce stade où on produit plus d'énergie qu'on en injecte. On appelle ça donc le gain ou le facteur d'amplification. Pourquoi ? Parce que il faut imaginer, en fait, si t'as déjà vu des images du soleil ou des vidéos, on voit, en fait, c'est très instable. Il y a plein de filaments qui sont relâchés. Il y a plein d'instabilités. Alors, sur le soleil, c'est très lent. Ça prend des échelles de temps assez longues à se développer. Dans la fusion, c'est pareil, en fait, mais en beaucoup plus petit. On a plein d'instabilités partout et on n'arrête pas de se battre contre toutes ces instabilités. Et donc, jusqu'à présent, le mieux qu'on a réussi à faire, c'est de récupérer 70% de l'énergie qu'on avait injectée. Donc, c'est pas très intéressant pour une source d'énergie puisqu'on est déficitaire. Oui. Mais on a beaucoup appris, on commence à comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Il faut aussi se rappeler, ou savoir que la fusion, c'est un des domaines scientifiques les plus compliqués au niveau calcul. On n'est pas capable encore, on n'a pas de modèle physique qui nous permet de décrire le comportement d'un plasma. On l'étudie un peu de façon expérimentale. Il y a eu 200, ce qu'on appelle des tokamaks, c'est des enceintes de confinement qui ont été construites dans le monde depuis les années 50. Et à chaque fois, on apprend un peu plus, etc. Mais on n'a toujours pas une théorie complète d'un plasma de fusion. Donc, on est toujours en train d'essayer de comprendre ça et pour réussir à enfin atteindre ce gain magique de 1 ou plus où on génère de l'énergie. Et donc, ce record de 70%, c'était dans les années 90, c'était 97 en Angleterre. Donc, ça date déjà d'un petit moment. Et il a été égalé l'année dernière par un autre dispositif de fusion où ils utilisent des lasers. Mais on n'est toujours pas arrivé à ce gain de 1. Et l'objectif des projets qui sont en cours maintenant, c'est de démontrer qu'on peut aller au-delà, parce qu'une fois qu'on arrive à démontrer un gain de 2, 3, 4, même 10 comme ITER, on sait en fait qu'on a compris le problème et qu'on peut construire un réacteur. Ça fait 60 ans qu'on nous dit c'est pour dans 20 ans, c'est pour dans 30 ans. Alors c'est la blague, c'est la blague qui court dans la fusion. La fusion c'est pour dans 30 ans et ça le sera toujours. Et en fait, si tu me poses la question, mais du coup c'est quand le premier réacteur de fusion ? On en parlera peut-être un peu après, mais oui, c'est à peu près dans 20-30 ans encore. Mais sauf qu'on progresse quand même. On n'est pas statique, on a fait énormément de progrès. Juste un petit fait qui est intéressant de savoir, c'est que entre les années 60 et les années 90, les performances en fusion, on a un critère pour mesurer la qualité du plasma, ont progressé plus vite que la loi de Moore. La loi de Moore, c'est à peu près un doublement tous les 2 ans. On progressait plus vite que ça. Et bon, après, on a eu quelques problèmes avec ITER, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel on a progressé beaucoup, mais on est encore un peu loin de ce qu'il faut, même si on s'en approche très près. L'objectif, en fait, c'est quoi ? C'est une énergie propre, en abondance, illimitée et... Alors, pour tout le monde alors illimité, j'irai pas jusque là. Non, mais c'est l'utopie qui traîne un peu derrière ce sujet, j'ai l'impression aussi. Exactement, c'est un peu le mythe de l'énergie limitée. Alors pourquoi ? On pourrait déjà se dire pourquoi ça fait 70 ans qu'on s'embête, puisqu'après tout on maîtrise le nucléaire. Là, il y a deux choses importantes qui sont différentes entre la fusion et la fission. C'est qu'il n'y a pas de risque d'emballement dans la fusion. Un réacteur nucléaire comme on a en France, on passe son temps à modérer, c'est-à-dire à ralentir les réactions et à les contrôler. Dans la fusion, on passe notre temps à essayer de les démarrer. Et en fait, cette grosse différence fait que dans la fission, on peut avoir des accidents avec des risques d'emballement. C'est ce qui s'est passé par exemple à Tchernobyl. Dans la fusion, on peut pas. Dès qu'il se passe quelque chose, ça s'éteint tout seul. Et c'est très dur à démarrer, très facile à arrêter. C'est l'inverse de la fission. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'emballement et ce scénario d'accident-là n'existe pas. Donc au niveau sûreté, c'est intrinsèquement, et ce problème n'a pas à être considéré puisqu'il n'existe pas. Donc c'est déjà un avantage, même si il faut quand même signaler que les réacteurs nucléaires à l'heure actuelle sont sûrs et que ce genre d'accident n'arrive pas. Enfin, arrive très très peu, il y en a eu, mais très peu. L'autre avantage, c'est que la fusion ne va pas générer les déchets à vie longue qui sont embêtants, c'est-à-dire ceux qu'on va devoir aller stocker dans des sites géologiques et qui font autant parler, même si techniquement on sait faire. On sent bien que socialement, ça pose un problème d'acceptation. Ça, il n'y en a pas non plus dans la fusion. On estime qu'au bout de 100, 150 ans, on peut retourner dans le réacteur et le démonter et le recycler, ce qui est quand même totalement différent que d'avoir une discussion sur un stockage très long. Donc ça, c'est déjà deux gros avantages. Le troisième, c'est que le combustible, c'est de l'eau en fait. Ces isotopes de l'hydrogène qu'on a besoin, le deutérium, on le trouve dans l'eau de mer. Et l'eau de mer, tout le monde ou presque y a accès. Enfin, beaucoup de pays ont accès. Et l'autre ingrédient dont on a besoin, c'est du lithium. Et le lithium, il est assez bien distribué sur Terre aussi. Donc d'un point de vue ressources, on estime qu'il y a suffisamment de combustible sur Terre pour avoir de l'énergie pour toute l'humanité pour 10 à 15
15 000 ans, donc c'est pas illimité, mais ça permet de voir venir quand même. Donc c'est pour ça qu'on s'embête depuis aussi longtemps, parce que les avantages sont vraiment extrêmement intéressants, et que c'est un peu les technologies du type high risk, high payoff, c'est-à-dire que c'est très compliqué, il faut investir beaucoup pour que ça fonctionne, mais quand ça fonctionnera, oui, ça peut vraiment changer un peu la donne au niveau énergétique. Après, sur ta question, est-ce que tout le monde y aura accès ? Pour l'instant, ça reste des technologies un petit peu complexes, et même très complexes, parce qu'il faut imaginer que comment on maintient un gaz à 150 millions de degrés, on utilise des champs magnétiques très puissants, donc des aimants très puissants, il y a tout un système de contrôle, il y a toutes les aimants sont refroidis, par exemple dans ITER, à moins 269 degrés, donc c'est quand même des technologies qui sont assez complexes pour l'instant. Il y a plein d'efforts pour simplifier les choses plus tard, mais au début, ça sera clairement réservé à des pays riches, qui ont les moyens de payer, qui ont la technologie. Et à terme, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est moins problématique que la fission en termes de prolifération aussi, et ça pourrait convenir à tout le monde. Dans un monde où on arrive à rester du coup sous la barre des 1,5 degrés comme le demande le GIEC pour les prochaines décennies, est-ce que c'est envisageable de mettre de la fusion là-dedans, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop incertain ? Alors c'est le paradoxe de la fusion, malheureusement, c'est que si ça fonctionne, c'est une vraie solution à pas mal de choses, c'est intéressant. Par contre, si on regarde froidement les choses, on est en 2022, les startups les plus ambitieuses à l'heure actuelle pensent à un premier réacteur dans les années 2035, et c'est très très ambitieux. Donc c'est pas que du public, il y a des fonds privés. Alors je vais finir ta question, et j'y reviendrai. Donc si on imagine même un réacteur en 2035, le système électrique à l'heure actuelle dans le monde, c'est l'équivalent de 4000 réacteurs nucléaires. Donc on voit bien que si on en a un en 2035, qui sera encore un prototype, sera pas encore complètement peaufiné, il reste que 15 ans avant 2050, donc clairement la fusion, c'est l'énergie pour au moins la deuxième moitié du siècle. Nous, on avait calculé que si un premier réacteur arrive en 2035 et qu'on a la même vitesse de déploiement pour la fusion que pour les renouvelables, par exemple, pour le photovoltaïque, donc c'est un double, c'est un taux de croissance entre 25 et 35% par an qu'on observe pour les renouvelables. Donc si on a le même taux de déploiement, la fusion, c'est 1% du mix énergétique mondial en 2060. Donc on voit qu'on est assez loin. Alors ça fait plus en électricité, ça fait déjà quelques pourcents, mais voilà, c'est clairement du long terme, parce que on est déjà en 2022 et que c'est des technologies qui sont compliquées. Et c'est vrai que ça fait partie d'aucun plan du GIEC, du Haut Conseil pour le climat, du Shift Project, du non, plan et de transformation de l'économie, etc. Je pense que c'est normal, et tu posais la question justement, donc il y a de plus en plus d'initiatives privées. Pendant très longtemps, la fusion, ça a été de la recherche publique, donc les gouvernements qui financent, c'est des chercheurs qui travaillent dessus. ITER, c'est un projet international et qui est financé complètement par le public. Il y a eu très tôt, en 1998, la première entreprise privée s'est fondée pour essayer de développer un réacteur de fusion. Et ils y sont toujours d'ailleurs, et ça permet de montrer que c'est pas si facile, parce que même une entreprise privée, il y a 22 ans, 24 ans maintenant, ils ont encore un peu de mal, et ils attendent pas leur premier réacteur avant 10 ans. Donc même là, on voit que c'est pas forcément facile d'accélérer. Mais là, depuis 5-6 ans, il y a une accélération. Il y a une start-up assez connue qui est un spin-off du MIT qui s'est lancé, qui financé par Bill Gates. Et l'année dernière, il y a à peu près 3 milliards d'euros de financement privé qui ont été levés. Donc on commence à avoir l'émergence d'un nouvel environnement, d'un nouvel écosystème. On compte à peu près une trentaine d'entreprises à l'heure actuelle, quand même, c'est pas mal. Alors il y en a qui sont toutes petites, mais il y a 2 entreprises aux États-Unis l'année dernière qui ont levé plus d'1 milliard, donc ça commence à être des initiatives assez grosses. Ok. Et quelle est pour toi la probabilité que ça se réalise ? Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est pour dans 20 ans, c'est pour dans 30 ans. Il y en a aussi qui disent ça n'arrivera jamais. Quelle est la probabilité ? Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, il y a des milliardaires qui préféraient mettre de l'argent pour aller sur Mars plutôt que pour essayer d'avoir de l'énergie sur Terre directement ? Alors, il y a 2 points intéressants dans ta question. Le premier, c'est en tant que scientifique et spécialiste de la question, on est assez confiant qu'on arrivera à maîtriser la fusion. D'accord ? Le fait de générer plus d'énergie qu'on en injecte, tous les travaux qui ont été faits depuis 10 ans, les simulations qui sont perfectionnées, etc. On est assez confiant qu'on comprend suffisamment la physique maintenant pour faire marcher ça. Enfin, faire marcher pour produire de l'énergie, pour montrer qu'on a un gain supérieur à 1. Un réacteur, ça implique d'autres choses. Il y a déjà des technologies qu'il faut développer, et ça implique pas juste de faire ça pendant quelques minutes, mais de le faire 24
24 heures sur 24. Donc là, il y a quand même un saut technologique qu'il va falloir réussir à faire. Je pense que c'est aussi possible. Donc d'un point de vue technique, je pense qu'on y arrivera. Je donnerai pas d'échelle de temps parce que j'en ai pas. Et puis l'histoire de la fusion, c'est qu'à chaque fois qu'il nous arrive une bonne nouvelle, on découvre une mauvaise nouvelle. Donc c'est chaque fois qu'on découvre qu'une nouvelle propriété du plasma qui va bien, il y a une nouvelle instabilité. Donc je fais pas de prédiction, mais je pense que d'un point de vue scientifique et pour bien connaître la question, oui, il y a des bonnes chances qu'on y arrive. Il y a même de bonnes chances qu'une start-up arrive à démontrer un gain supérieur à 1 d'ici 5-10 ans. On va dire 10 ans. Ça, oui. Après, la question, c'est un réacteur. Et l'autre question, du coup, qui était sous-jacente, c'est est-ce que ça va servir à quelque chose? Dans le sens où le monde change assez vite, on en parlera assez. Il y a quand même un début de transition énergétique, ça va pas très vite, etc. Mais normalement, si on était un peu sérieux, les renouvelables sont en train de se déployer assez vite. Dans 30 ans, le mix énergétique devrait quand même être assez différent de celui dont on connaît aujourd'hui, qui est à la base encore à 80% basé sur pétrole, gaz et charbon. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses. Il devrait s'en passer beaucoup plus. Et ce qui veut dire que la fusion arrivera dans un monde qui est plus le même, qui est un mix énergétique qui comprend beaucoup de renouvelables dont le prix n'arrête pas de diminuer. Alors ça s'arrêtera bien un jour, mais quand même. Et la question, c'est est-ce que économiquement, ça sera encore intéressant? L'autre question, et le nucléaire a la même question en ce moment, c'est si on va vers de plus en plus de renouvelables, et on va y aller, il y a pas d'autre, c'est pas qu'il n'y a pas d'autre alternative, mais le GIEC le disait dans sa rapport qui est sorti l'année dernière, c'est que c'est un des leviers les plus efficaces pour les 10 prochaines années, ce sont les renouvelables, l'éolien et le photovoltaïque. Donc si on va vers un monde où il y a beaucoup plus de renouvelables, qui sont beaucoup plus distribués que des réacteurs nucléaires qui ont tendance à être des grosses unités, est-ce qu'il y a encore une place pour des unités qui sont relativement plus grosses? Parce qu'un réacteur de fusion, beaucoup des concepts sont quand même des unités assez grosses, même s'il y a une tendance dans beaucoup de startups d'aller vers des SMR ou des équivalents des SMR. Donc ça, c'est un peu difficile à dire, je sais pas. Je pense que il est important d'essayer et de développer cette technologie et de montrer qu'on est capable de le faire ou pas. Parce qu'on sera quand même, je pense, bien content dans 30 ou 40 ans d'avoir une technologie qui permet ce genre de choses, parce qu'on aura toujours besoin d'énergie, quoi qu'il se passe, et c'est une énergie qui est pilotable, c'est-à-dire que c'est à la demande, on peut varier la production. Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ITER? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que ça a atterri en France? Qui en est à l'origine? Et où est-ce que ça en est? Alors, ITER, c'est un projet qui est né il y a très longtemps. Et c'est important de s'en souvenir parce que ça va expliquer quelques déboires que le projet a connus. Donc dans les années 80, guerre froide, les États-Unis et la Russie travaillent tous les deux sur la fusion, et les deux pays ont du mal, ils comprennent bien que ils y arrivent pas. Il faut mentionner que la fusion au début c'était des recherches militaires. En fait, la bombe H, c'est une bombe à fusion, c'est une réaction de fusion à l'intérieur. Les recherches pendant les années 40-50 ont été classifiées, c'était des recherches militaires parce que ça aurait pu permettre de faire de l'enrichissement de matériaux, etc. pour la bombe atomique. Puis en fait, rapidement, les militaires se sont aperçus que la fusion c'était super compliqué, donc ça allait pas être une voie très très prometteuse pour eux, et ça a été déclassifié en 58. Et après, c'est devenu vraiment de la recherche publique. Donc des années 1985, super sommet entre Gorbatchev et Reagan, donc URSS à l'époque et États-Unis. Et ils cherchent des projets sur lesquels ils pourraient travailler tous les deux, histoire d'essayer de réchauffer un petit peu les relations. Et il se trouve qu'un académicien célèbre qui s'appelle Velikov est un ami de Gorbatchev, et lui souffle à l'idée, il est chercheur dans la fusion justement, et il souffle l'idée que la fusion c'est un truc bien parce qu'il n'y a pas d'application militaire, donc dans une période de guerre froide, c'est quelque chose d'intéressant, que ça a beaucoup d'applications, et que les deux pays galèrent un petit peu, et qu'on savait déjà à l'époque que pour démontrer la fusion, ça allait être un projet assez gros et assez cher. De là naît l'idée d'ITER, d'avoir une collaboration internationale pour construire un réacteur de fusion nucléaire à l'époque, et ça a démarré comme ça. Donc qu'est-ce que c'est ITER? C'est une collaboration internationale avec 7 partenaires, donc il y a les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, l'Europe et la Chine. Oui.
Donc si on compte l'Europe en nombre de pays, c'est 35 pays qui collaborent, et c'est le plus gros réacteur, enfin le plus gros tokamak, la plus grosse machine de fusion qui a jamais été construite. C'est une machine qui fait 30 mètres par 30 mètres, c'est une machine qui est énorme, et qui a pour objectif de démontrer la faisabilité technologique et scientifique de la fusion nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le but du projet ITER, démonstratif. Le but du ITER, c'est de démontrer qu'on est capable d'avoir un gain d'amplification de 10, c'est-à-dire que la fusion génère 10 fois plus d'énergie qu'on en injecte pour chauffer le plasma. Donc c'est déjà quelque chose d'assez significatif, et c'est aussi de démontrer qu'on maîtrise les productions, enfin des technologies qu'on aura besoin pour un réacteur, pour contrôler la machine, la façon dont elle doit opérer, et aussi la production de tritium, parce que le tritium qu'on a besoin pour la fusion, il n'existe pas sur Terre, il y en a pas. Il y en a à peu près 30 kilos à l'heure actuelle dans le monde, et on va devoir le former avec du lithium. Et ça, il faut démontrer qu'on est capable de le faire. Je vais pas, c'est un peu technique, mais on récupère en fait les neutrons formés par la réaction, ils réagissent avec une couverture en lithium, et ça génère du tritium, et on peut l'utiliser comme combustible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut démontrer, et les réacteurs de fusion devront produire un petit peu plus de combustible qu'ils en utilisent pour pouvoir en démarrer d'autres. Donc ITER, c'est un peu un test intégré pour faire ça. À l'époque, donc le projet entre 1985 où l'idée a été lancée, il y a eu différentes phases de design, les gens ont essayé de regarder à quoi ça pourrait ressembler. Il faut se souvenir que c'était il y a longtemps, donc on n'avait pas les mêmes connaissances physiques. Et comme c'est un projet politique, ça a mis beaucoup de temps. Déjà au début c'était pas beaucoup financé, etc. Et dans les années 2000 on s'est dit ok, là maintenant on sait ce qu'il faut construire, on sait à quoi pourrait ressembler la machine, on sait combien ça va coûter, où on le construit. Et donc il y a eu de très longues négociations, et la France s'est positionnée assez tôt, et Jacques Chirac a fait énormément de lobbying, on peut dire, pour accueillir ITER en France, et c'est comme ça que c'est arrivé ici. Et pour donner un ordre d'idée, ITER, c'est un projet qui est estimé en ce moment à 25 milliards d'euros. Donc on est sur un projet qui est quand même massif, et il y a à peu près en ce moment 3000 personnes sur le site à Cadarache. Donc c'est quand même, il faut se souvenir que c'est un très très gros projet. Et après, si on compte l'ensemble des gens qui travaillent là-dessus, c'est assez gros. Ok, écoute, super intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces infos sur la fusion nucléaire. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.